Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette conférence, cet échange autour du plan, du plan France Relance, où on va accueillir trois projets qui ont bénéficié de ce plan de relance, trois projets, l'un qui est en amorce, un second projet, un deuxième projet en cours et un troisième projet qui est terminé, avec lequel on pourra avoir une photo définitive, en tout cas un bilan clair. Juste en introduction, vous dire que donc, les intervenants sont des responsables agricoles ou en agroalimentaire, et leur entité donc, a pu bénéficier de ce plan de relance depuis la crise sanitaire en 2020. Et ils ont bénéficié aussi des soutiens versés par France Agrimer pour les aider à structurer leur filière ou à développer la production de protéines végétales. À l'occasion du Salon de l'Agriculture 2023, France Agrimer donc met à l'honneur ces projets, et ces projets innovants d'ailleurs et structurants, et nous permet donc de pouvoir dégager des perspectives pour l'avenir. J'accueille dans un premier temps Yves Soulol, qui est président de... Ah, on ne m'avait pas prévenu. Ah ben alors parfait, moi j'avais... Alors je vous laisse la parole. Bien entendu, je n'étais pas... Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le stand de France Agrimer. Je suis Sébastien Couder, le directeur des interventions. Je vous prie d'excuser Christine Avelin, la directrice générale, qui aurait dû faire ce mot d'introduction, mais qui a été retenu par d'autres obligations. Donc aujourd'hui, on est donc très heureux d'accueillir tous ces porteurs de projets sur notre stand pour faire un peu ce premier bilan d'une mesure emblématique du plan de relance, d'un dispositif mis en œuvre par France Agrimer, qui sont donc les plans de structuration de filières. À la fois les plans de structuration de filières, toutes filières, mais également plus spécifiquement sur les protéines végétales. Donc c'est l'occasion, d'abord peut-être pour commencer, de faire un tout petit rappel sur la jeunesse, parce qu'on parle beaucoup du plan de relance, mais ce sont des dispositifs qui avaient un peu préexisté avant, puisque dans le cadre du grand plan d'investissement dès 2018, on avait commencé en lien avec le ministère à s'intéresser à tous ces projets de filières qui ne voyaient pas le jour, et essayer de comprendre pourquoi. Quels étaient les trous dans la raquette, notamment en termes d'organisation d'acteurs, de financement. Et ça nous avait amené à mettre en place, dans un premier temps, un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelait déjà structuration des filières et qui visait vraiment à détecter ces projets structurants, c'est-à-dire structurants au sens où il y avait à la fois l'amont, l'aval, que ce n'était pas juste un projet d'entreprise, mais un projet de toute une filière, également pour les producteurs, et qui dégageait de la valeur ajoutée pour tous. Cet AMI a vraiment eu un grand succès. Ce qui lui manquait, c'était une partie pour financer les investissements matériels. Et finalement, en 2020, on l'a rappelé tout à l'heure, la crise sanitaire est arrivée. Ce besoin de mettre en place des mécanismes pour relancer, ce plan de relance avec tout un volet agricole. Et il a été décidé, à côté de tous les guichets d'investissement matériel, de reprendre finalement cette thématique structuration des filières pour faire ces deux appels à projets qui ont été lancés dès la fin 2020 et qui ont couru tout au long de l'année 2021. Juste pour vous donner quelques chiffres, on a eu presque 300 dossiers qui ont été déposés. Il y a vraiment eu un fort engouement. Et au final, on a 178 lauréats, dont 3 que vous allez rencontrer aujourd'hui, pour 128 millions d'euros d'aides qui ont été octroyées, soit sur des dépenses essentiellement matérielles, soit pour des dépenses immatérielles. La durée moyenne des projets, c'était un peu plus de 2 ans, donc ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'on ne fait ce bilan qu'aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été dit, on a un projet toujours en cours, en amorce, un qui est terminé. Mais ça permettait vraiment d'avoir ce moment de témoignage pour voir comment ça avait servi les filières, comment ça avait fonctionné sur le terrain. Et aujourd'hui, on est content d'avoir vraiment cette diversité à la fois de territoires, puisqu'on a tout aussi bien la Somme, l'Aveyron, le Vaucluse qui sont représentés, mais aussi la diversité des filières, puisque France Agrimer, c'est un établissement pour toutes les filières, que ce soit donc les filières animales, puisqu'on va avoir un exemple de filière laitière, la tomate d'industrie, et puis également protéines végétales pour l'alimentation humaine. Donc merci beaucoup pour cette présence et pour ce témoignage, et j'espère les échanges riches avec la salle. Merci. Et toutes mes excuses, j'attendais une intervention de Madame Avelin. Je ne l'avais pas repérée dans la salle. Oui, mais non, c'est vrai. Eh bien, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Yves Soulol.
Et la coopérative des jeunes montagnes, la coopérative Jeunes Montagnes, basée à Laguiole. On vous écoute. Bonjour madame et messieurs. Donc je m'appelle Yves Souyol, il y a un petit i, c'est une graphie occitane qui est... Voilà, c'est une petite correction qu'il faut faire. Autant pour moi. Je ne vais pas militer pour l'Occitanie aujourd'hui. J'ai préparé un petit diaporama et je ne suis pas tellement versé à ce genre d'exercice. Parfois, je vais passer très vite. C'est pas que j'ai quelque chose à cacher, mais il y a des diapos qui sont plus importantes les unes que les autres. Donc, n'hésitez pas, s'il faut revenir, je reviendrai en arrière. La flèche verte est très grosse, la flèche rouge est toute petite. Bien, je m'appelle Yves Souyol, donc je suis directeur général de l'Union fromagère Jeunes Montagnes, dont le siège est à Laguiole, dans le nord de l'Aveyron, sur le magnifique plateau de l'Aubrac. C'est un plateau. Alors c'est très important de signaler ça parce que vous allez voir que notre projet est à la dimension d'un plateau. Ce n'est pas la dimension d'un pays, ce n'est pas la dimension d'un continent, ni même d'un département. Elle est à la dimension d'un plateau qui est délimité par la rivière de Truyère au nord, la rivière Lot au sud et la vallée glaciaire qu'on appelle communément l'autoroute A75. Voilà. Non, mais ils ont fait l'autoroute dans la vallée. C'était plus malin que de le faire sur les versants. Alors j'ai appuyé sur le bouton, c'est parti. Hop. Ça, je l'ai dit, vous voyez, on situe le département. Ce que je pourrais vous dire, c'est que Jeunes Montagnes, c'est une coopérative dont on a fêté les 60 ans. C'est 73 producteurs, à peu près 110-120 actifs pour la partie production. Et sur la partie des salariés, nous sommes 160 salariés basés dans le village de Laguiole, qui est un magnifique village, qui est connu pour ses couteaux, mais aussi pour le fromage AOP Laguiole, dont on va parler un peu plus longuement tout à l'heure. Désolé pour les couteaux, ça sera la prochaine fois. Alors, voilà notre zone industrielle. C'est là que pèsent les animaux qui respectent le cahier des charges AOP Laguiole pour produire le lait de ce fromage et de cette tome fraîche de l'Aubrac, pour lequel d'ailleurs nous avons demandé une IGP qui est en cours de finalisation, puisqu'il ne manque plus que la Commission européenne pour se prononcer. Et donc avec tout ceci, on fait de l'aligot, qui est un plat très festif et qui progresse énormément, puisqu'on est sur un marché de plats chauds, on est sur un marché de plats festifs, on est sur un marché de plats faciles à mettre en œuvre. Dans la même famille que les raclettes, tartiflettes et compagnie, on a un marché qui se développe. Et donc, ça aussi, c'est très important pour la suite de l'exposé, puisque un marché qui se développe, si on peut, on essaie de l'accompagner, mais on peut produire à l'intérieur du marché. Et pour garder nos parts de marché, au moins pour notre leitmotiv à nous, c'est d'utiliser tout le lait de tous nos producteurs. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Nous payons le lait beaucoup plus cher que la moyenne française, parce que nous avons un cahier des charges très exigeant. Et donc, si on ne consomme pas, si on ne transforme pas tout ce lait, on est obligé de le revendre. Et pour vous donner une idée, très rapidement, en 2022, mon prix de revient du lait est de 640 €, quand la moyenne européenne est aux environs de 420. Donc ça veut dire que si je transforme... La tonne. Pardon ? La tonne ? Les 1000 litres, pardon. Les 1000 litres. Excusez-moi. Je vous avais dit que je n'étais pas versé à ce genre d'exercice. Voilà. Et donc, si vous voulez, si la coopérative ne transforme pas tout ce lait, il faut le vendre sur le marché spot. Et donc, on perd 200 € par 1000 litres. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que le projet que vous allez voir prend racine. Ah, j'avais oublié la truffade, pardon. Et puis les cires. Et les cires. Et puis, normalement, le buronnier aussi. Alors, normalement, la personne qui devait être là, ça devait être Cécile, qui est la DAF de la coopérative, qui a monté le dossier, qui a passé beaucoup de temps, puisque je m'adresse à des membres qui connaissent cette activité. Bon, et c'est moi qui l'ai remplacé au pied levé, mais vous voyez qu'elle maîtrise beaucoup mieux le PowerPoint que moi-même. Donc là, je vais passer assez vite, puisque tout ça, je vous l'ai dit. Quelques mots juste sur le cahier des charges. Nous interdisons tout ensilage, tout enrubanage. Nous limitons les apports de tourteaux de soja. Ce que nous autorisons, ils doivent être français et non OGM. Et nous limitons la production par vache. On travaille avec 2 races, la Simmental et l'Aubrac. Et si vous voulez, nous limitons la production à 6000 litres par vache.
Ça veut dire que tout à l'heure, je vous ai dit que je payais cher le lait, moi, en tant que collecteur, mais ça veut dire que c'est obligatoire de le payer à ce prix, parce qu'une cimentale à 6 000, si elle est bien nourrie dans des systèmes plus intensifs, elle va faire 9-10 000. Donc, pour le compte de résultat du producteur, il faut qu'on arrive à reconnaître ces spécificités. Voilà, donc ce qu'on voulait signaler ici, et ça va dans le sens de la filière, c'est que notre filière, c'est des hommes et des femmes impliqués dans la filière. Je disais tout à l'heure, rappelez-moi votre prénom. Grégory. Je disais à Grégory tout à l'heure que chez nous, nos producteurs de lait, ils considèrent qu'ils sont fromagers. Ils ne sont pas que producteurs de lait, ils vont jusqu'au bout du produit. Certains même vont faire de la promotion chez des fromagers en ville, à Paris, à Nantes. Ils sont remplacés par la coopérative, par un service de remplacement que nous mettons à leur disposition avec des professionnels. Tout ça, si vous voulez, c'est pour vous donner cette notion de filière. S'il n'y avait pas ça, malgré un prix du lait très élevé, il n'y aurait pas de lait sur le Aubrac. Ça n'empêcherait pas de tourner le monde, mais moi je serais déçu parce que voilà, c'est une production qui a le mérite d'exister et le mérite de représenter des produits de qualité. Ces services de remplacement, juste quelques chiffres, hein, c'est 15 jours de congé par an, c'est ça? C'est ça. Et entre 3 et 4 week-ends 15 jours de congé par an, 4 week-ends. Alors ça, c'est ce qui est pris en charge par la coopérative. Oui. C'est-à-dire que nous finançons 15 jours de congé par an. Nous donnons la possibilité de prendre 4 à 5 week-ends à chaque producteur. Nous les remplaçons en cas de coup dur. Et de même que nous les remplaçons lorsqu'ils nous aident à faire la promotion des produits. Et ça fonctionne plutôt très bien. Sur 75 adhérents à la coopérative, 68 adhèrent au service de remplacement. Ceux qui n'y adhèrent pas, c'est qu'ils ont des familles un peu plus importantes ou qu'ils ont eux-mêmes un salarié et qu'ils n'ont pas besoin de prendre un salarié au service de remplacement. Alors rapidement, pour vous dire qui nous sommes, mais c'est peut-être pas ça qui vous intéresse le plus parce qu'il faut qu'on aille dans le vif du sujet. Voilà, l'entreprise est regroupée donc avec 2 coopératives mères, la Jeune Montagne qui est la coopérative de Terrondelle. Nous mettons les moyens en commun pour créer l'union qui sert à la commercialisation et tous les services administratifs. On verra tout à l'heure les chiffres d'affaires consolidés, mais ce n'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus dans l'immédiat. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est cette planche, puisque lorsque nous avons... je vous ai dit que la coopérative était née dans les années 60, oui, les années 60, qu'en 75, nous avons mis en place la Ligo surgelée et ensuite la Ligo en barquette, et que notre projet, il est issu de la demande de producteurs qui font aujourd'hui 22 millions de litres, de passer à 25 millions. On n'est pas non plus sur des gens qui veulent racheter le groupe Lactalis. On est sur des gens qui veulent se développer sur leur plateau et de façon très mesurée. Et pour faire ça, rappelez-vous ce que je vous disais, impossible de vendre du lait d'excédent, donc produire tous les produits issus du lait qui nous arrive tous les soirs, pardon. Et donc, il a fallu démontrer, parce que finalement c'est l'esprit de cette aide, que nous travaillons dans une filière et que nous travaillons en partenariat. Et voilà nos partenaires essentiels. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi ce sont des partenaires. Bien sûr, les services des chambres consulaires du département du Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère, qui sont le rayon de notre cahier des charges, mais aussi des écoles d'agriculture, parce que nous veillons au renouvellement. Construire un outil plus grand, c'est bien. On en parlait tout à l'heure avec la protéine, les gens du Hauts-de-France. Construire un outil de production, c'est très bien, à condition qu'on soit sûr que pendant sa durée de vie, nous aurons le lait suffisant. Et donc, notre objectif est bien de renouveler et de consolider la population agricole qui aujourd'hui adhère à notre système. Et c'est la raison pour laquelle nous avons noué des partenariats avec ces chambres d'agriculture et ces écoles. Alors, le dossier nous a beaucoup aidé dans la mesure où, bien évidemment qu'on travaillait avec les chambres d'agriculture, bien évidemment qu'on recevait des stagiaires, voire même que des fois on intervenait dans des cours pour parler de notre situation. Par contre, nous n'avions rien de contractualisé, nous n'avions rien de signé. Et donc, le fait de contractualiser, ça nous a permis, pour ces organismes, d'y voir un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on s'engage sur la durée, et ça nous a permis, à nous,
Alors, d'avoir des exigences, c'est-à-dire que si on contractualise, si on s'engage sur soit prendre des stagiaires, soit intervenir, eh bien, en contrepartie, on s'engage à ce que vous fassiez la promotion de notre activité et que vous puissiez la signaler, parce que le plateau de l'Aubrac, c'est tout petit. Malgré tout, la production laitière, c'est 10%. Ça veut dire qu'on est très vite en concurrence avec la production à viande, qui est beaucoup moins demandeuse de main-d'œuvre. Donc, voilà, notre principe, c'est que ce partenariat, il fallait le nouer avec l'ensemble des intervenants de la filière agricole et agroalimentaire de notre petit plateau. Donc, alors là, vous voyez, je suis en train de jongler avec mon PowerPoint. Le projet, bien sûr, il s'inscrit dans la modernité, tout simplement parce qu'on a eu besoin d'un outil. Aujourd'hui, nous avions 2 lignes de production. Notre outil permettra d'avoir une 3e puis une 4e ligne. Il nous a permis de créer un espace recherche et développement, c'est très important, à la fois sur le produit. Malgré tout, on ne veut pas changer notre produit parce que Coca-Cola ne change pas son produit. Vous voyez que je suis modeste, hein. Notre produit, il est apprécié comme il est. On ne va pas le galvauder, on ne va pas le changer. Mais ce qu'il faut changer, c'est peut-être la présentation, c'est peut-être la commodité, c'est peut-être le fait d'accompagner l'évolution des demandes du consommateur, et notamment dans les présentations. Donc, si on déroule, bien sûr, pour pérenniser ça, je vous l'ai expliqué. Ici, vous avez l'objet des travaux qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a investi pour un outil de production plus adapté. On a aussi nettement amélioré les conditions de travail. Et donc, ça, je vous l'ai dit, augmenter la collecte de 20%. Le tout pour que la valeur ajoutée soit au rendez-vous. J'essaie d'avancer. Je surveille mon timing. C'est parfait pour le moment. Voilà, augmenter la collecte de 20%, je vous l'ai dit, mais l'augmenter au prix de Jeunes Montagnes. C'est-à-dire que impossible pour nous d'avoir une partie du lait qui serait financée au prix spot. Donc, on a mis en place cet outil et l'accompagnement du ministère est arrivé au bon moment parce qu'on avait décidé l'investissement, c'est vrai. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on était un début. Non, on est rentré totalement dans nos locaux le 15 janvier. On a fini de transférer toutes nos activités. Où est-ce que nous sommes au début? C'est que nous n'avons pas encore envoyé, mesdames et messieurs, et ça ne va pas tarder, les justificatifs pour vous demander de nous virer les sommes. Voilà, c'est parfait. C'est une petite finalisation. J'espérais pouvoir le placer dans l'après-midi. Vous considérez que c'est fait, et puis voilà. Mais sinon, les travaux sont à peu près finis. Bon, tout ça, je l'ai un peu dit. Merci Cécile. Ce que je voudrais dire peut-être, c'est que le montage du dossier était complexe et compliqué. Et c'est pas une critique parce que c'est normal, il s'agit de l'argent public. Alors là, je vous expliquerai un peu de quoi il s'agit. Il s'agit de l'argent public et c'est normal qu'on sache où il va. Et donc, c'est un dossier qu'on a pu monter avec ma collègue qui est DAF. Je remercie aussi M. Bassella de l'AFDRAF d'Occitanie qui nous a beaucoup aidé parce que sur la vision de ce qui était attendu, sur la forme. Et c'est vraiment pour nous très important parce qu'on n'est pas versé là-dedans. Nous, on s'est parlé à des clients, on s'est parlé à des producteurs. Mais monter un dossier comme ça, c'était un peu compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans. Hein. Nous n'avons pas fait appel à ces entreprises, nous avons essayé de faire nous-mêmes et nous sommes particulièrement contents d'avoir réussi. Donc voilà, l'idée, hein, je vais aller très vite puisque je vois que le chrono tourne, c'est qu'ici nous avions un petit atelier et ici nous avions notre atelier d'expédition en gris. Nous avons monté l'atelier de production en rouge. Bon, au passage, nos camions ont traversé le village toute la journée à peu près 2 fois par heure et ça a supprimé tout ça et donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, donc ça, vous l'avez compris, le but, hein, c'était d'optimiser les règles sanitaires pour les respecter, mais on les respecte toujours, mais c'est encore mieux. La logistique, les conditions de travail, la capacité de production et derrière aussi employer plus de personnel, puisqu'on aura une croissance de personnel d'environ 20%. Ça paraît cohérent avec ce qu'on veut faire, puisqu'on veut augmenter la production de 20%.
Alors j'appuie, peut-être il faudrait mieux. Voilà, ça c'est un peu de la redite. Si, ça c'est pour vous dire qu'on a un peu fini, quoi. D'accord. Donc voilà, la mise en œuvre est en cours et on a déménagé au 15 janvier, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Bon, ça je l'ai déjà un peu dit, excusez-moi, je vais peut-être, voilà, juste, c'est celui qui me manquait. J'ai l'impression que l'ordinateur, il est comme moi, il rame un petit peu. Ça arrive au meilleur. Ouais, merci. Je n'ai pas cette prétention. Voilà, je voulais juste vous parler du financement. Donc vous voyez ici, vous avez quelques chiffres. C'est un projet qui va faire sur la partie immobilière 6 millions d'euros. Il y a une partie investissement à l'intérieur de matériel. Et nous avons été accompagnés par la région. Je ne l'ai pas encore là. Vous allez l'avoir après. Ça, c'est nos chiffres. J'y reviendrai tout à l'heure. Eh bien non, je ne l'ai pas. Nous avons été accompagnés donc, par le ministère pour 1,4 million, par la région pour 600 000 et par la communauté de communes qui, avec ses petits moyens, nous a aussi accompagnés pour 300 000 euros. Donc là, c'était le prévisionnel. Nous sommes, vous savez, nous sommes au sud du Massif central. Nous sommes bien sûr d'Occitanie, mais un peu auvergnat aussi, donc plutôt prudent. Bon, je peux vous dire que le résultat de 2023, je ne le connais pas, mais celui de 2019 sera au rendez-vous, hein, puisqu'on devrait atterrir à un résultat. Est-ce qu'il est le résultat? Il est là. On devrait atterrir à un résultat de... Mais non, c'est là qu'il est. Ah, pardon. Et en 2022, on fait un résultat de 800 000 euros avec un chiffre d'affaires de 32 millions. On a bénéficié du développement, on a eu la chance d'être accompagné et merci. Merci à l'État qui nous accompagnait, merci à la région, merci à notre communauté commune. Et on a eu la chance aussi d'être dans une période où, malgré le Covid, finalement, acheter un peu d'aligot, ça faisait plaisir. Le soir, c'était le seul moment où on pouvait enlever le masque pour savourer quelque chose de bon. On pensait à l'aligot, on pensait au fromage de la Guiole. Donc pour l'instant, ça va. Notre souci, il revient aux origines du projet. C'est créer une communauté de destin où on est sûr que producteurs, salariés et environnement retrouveront le bienfait de ce que peut apporter la coopérative. C'est ça notre objectif. Et pour ça, il faut qu'on travaille bien sûr sur les clients, mais il faut qu'on travaille sur la production avec nos salariés et nos outils, et il faut qu'on travaille sur la matière première avec nos producteurs. Voilà ce que je pourrais vous dire pour simplifier. Bien sûr, s'il y a des questions, Eh bien, on va passer tout de suite à un petit temps d'échange. Je vous propose qu'on fasse comme ça, tout de suite après les intervenants. Je fais passer le micro si vous avez des questions, des interventions, si vous voulez des précisions. Mais ils sont déjà super, vous allez voir, leurs présentations sont super exhaustives, c'est dense, c'est maîtrisé. Les objectifs, alors moi j'ai une première question. Donc les objectifs sont remplis pour vous. Ce plan de relance, il a vraiment été un levier, ça a boosté le projet? Ce qu'on peut dire, c'est que les objectifs, ils sont remplis à court terme et à moyen terme. Comme vous pouvez le voir, je commence à avoir quelques cheveux gris. J'ai eu 30 ans, mais ça fait quelques années. Et moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est qu'on donne de la visibilité à tous les intervenants pour les 15 ans, les 20 ans, peut-être bien les 25 ans à venir. On aura construit un bel outil, on aura une filière qui va fonctionner, on a des produits de qualité qui plaisent à nos clients. Et c'est en cela que je trouve que l'accompagnement, si vous voulez, excusez-moi, je vais vous dire qu'il est bien placé quand il est placé là. Parce qu'on ne travaille pas pour l'année prochaine, on travaille pour 15 ans, pour 20 ans. Et c'est vraiment, on est bien dans le cadre de la structuration d'une filière. Des questions? Quelques remarques? Oui, au fond, là-bas, et ensuite ici. Bonjour, bravo pour la présentation, parce que je sais que c'est pas évident toujours, et bravo. Moi, je connais votre entreprise. Juste, vous êtes entre guillemets un peu le leader sur ce marché-là de l'aligot. Vous n'avez pas, Lactalis n'est même pas présent sur là, c'est ça, hein? D'accord. Donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ça,
le fait que c'est un peu comme, vous savez, dans certaines catégories de fromage où il y a des cahiers des charges bien précis et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et du coup, c'est productif pour vous et tant mieux, quoi. Vous êtes maître de la situation, si je puis dire. Alors, il y a plusieurs remarques dans votre remarque. Nous sommes leaders, oui, nous produisons à peu près un peu plus de 50% du marché de la Ligo. Il y a 20 ans, nous en produisions plus de 75%. Nos concurrents principaux, ce sont des traiteurs qui diversifient leur production, puisqu'on a des outils un peu semblables, en faisant de la Ligo. La difficulté en matière de concurrence face à ces gens-là, c'est qu'ils se servent de la tome comme un outil de dégagement d'excédents des industriels. Ça veut dire que, bien, au printemps, ils touchent la tome à peu près à la moitié de notre prix de revient. Et là, il faut essayer d'écarter les épaules pour tenir la route. Ça, c'est notre point négatif. Notre point positif, c'est qu'avec ce qui se passe sur la déprise laitière, moi, je suis convaincu que demain, notre filière qui produira sa matière première aura un avantage comparatif, certain. Et c'est ça qui me rassure par rapport, bien sûr, à ce projet, par rapport aux 15 ans dont je vous parlais. Voilà. Après, oui, la Ligo, c'est pas aussi simple que de la pomme de terre avec de la tome lorsqu'on le fait sur le plan industriel. C'est un produit qui colle beaucoup, qui demande beaucoup de nettoyage. Et c'est vrai que ça nous a un peu protégé des grands noms que vous avez cités, Lactalis, Sodial, Bongrain. Ça nous protège un petit peu parce que ce sont des infrastructures quasiment spécifiques. Et avant d'investir sur des infrastructures quasiment spécifiques, ces groupes-là, je l'espère, sachant qu'on travaille très bien avec eux, ces groupes-là, ils préfèrent travailler sur des outils qui sont beaucoup plus polyvalents, donc sont un peu moins intéressés. On essaie aussi d'avoir l'intelligence de leur dire que s'ils ont envie d'un Ligo, on peut le leur faire et mettre leur étiquette dessus. Merci Yves. Merci beaucoup. Ah, une autre. Ah, pardon, désolé. C'est parce que j'ai un œil sur mon chronomètre, vous savez, par rapport à hier. Moi, j'ai été le mien. Oui, une deuxième question rapidement. Si on se replace dans le contexte de 2021, donc on a la crise Covid. Qu'est-ce qui fait dans ce moment-là où certains, entre guillemets, rentrent la tête dans les épaules et disent pourvu que ça dure pas trop et pourvu que rien ne bouge et qu'on sorte de la crise pas si mal par rapport à comment on y est rentré. Qu'est-ce qui fait que vous êtes à ce moment-là projeté dans l'avenir, dans un moment quand même qui faisait peur à beaucoup? Alors, nous sommes dans un système de coopérative, c'est-à-dire que notre conseil d'administration, qui est issu des producteurs, donne les grandes orientations. 2018, ils font un séminaire. Aucun n'est ressorti curé, mais ils ont fait un séminaire pour décider de voir ce qu'on pouvait faire. Et la première décision qu'ils ont prise, ils nous ont dit on vous confie le bateau, mais on veut faire 3 millions de litres de lait en plus. Et donc, moi j'arrive à ce moment-là et je viens d'une entreprise qui a beaucoup souffert de la gestion des excédents. Et je dis 3 millions de litres de lait en plus à la dimension de Jeune Montagne, c'est aller à sa perte si on ne vend pas le produit final. Donc on travaille d'abord sur le développement commercial. En 2021, on sort 16% de croissance, on fait feu de tout bois et on a le projet. Donc quand le Covid arrive, comme beaucoup de l'agroalimentaire, finalement, on a moins trinqué que certaines autres industries, puisque notamment avec des produits plaisir, on risque de se faire secouer un peu plus cette année, là. Mais bon, pour l'instant, ça va. Et donc, on a un peu de chance quand même, disons-le, c'est-à-dire que le processus du plan de relance tombe vraiment au bon moment. Nous avions décidé de faire cet investissement, mais il tombe vraiment au bon moment pour être un peu plus ambitieux. Pour construire, je vous ai parlé du labo R&D, pour dire au lieu de 3 lignes, on fera 4 lignes, parce que peut-être que dans 10 ans, il faudra mettre la 4e ligne, les bâtiments sont faits. Voilà, donc il y a un aspect opportunité, mais le projet était décidé en amont. Oui, bonjour. Est-ce que le dispositif France Relance va permettre d'installer des agriculteurs dans cette filière? Comment ça se passe au niveau du renouvellement des exploitants, ceux qui partent en retraite, etc. Oui. Est-ce que vous sentez une différence avec Alors, oui, dans la mesure où le dispositif avec le projet permet de donner de la visibilité, pas à 2 ans, pas à 5 ans, mais au moins 10-15 ans. Et
Se lancer producteur de lait sur l'Aubrac, vous avez de nouveau notre zone industrielle, là, il faut quand même avoir un certain courage. Voyez, aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, nos producteurs considèrent qu'ils sont producteurs de fromage, qu'ils sont producteurs d'aligot, et ils voient que l'outil et la commercialisation qui est mise en place va leur permettre de pouvoir assurer un revenu. On n'est pas à l'abri, on ne faut pas faire trop les malins, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe ou de quoi que ce soit, mais assurer un revenu pour les 15 prochaines années. Et c'est dans ce sens que le plan de relance nous accompagne. Parfait. Merci Yves. Merci, on peut vous applaudir, bravo. Juste une remarque, la chance, ça se provoque, hein, vous avez su la provoquer en temps et en heure. C'est parfait. Je vous propose à présent d'écouter le retour d'expérience d'Olivier Nutins et de son acolyte, Hervé. Pour le projet dans les Hauts-de-France, Légumipulse, qui se base à Pertin, c'est ça ? C'est ça. Dans la Somme. Et c'est dans le cadre du plan de protéines végétales que le projet Légumipulse vise à développer l'activité de la fabrication de farine à partir des graines de légumineuses. Tout à fait. C'est bien ça, pois et févrole. Et elles sont produites et transformées sur place dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, tout à fait. Je vous laisse donc présenter votre projet. Voilà, donc bonjour à tous. On est frères, Olivier et Hervé. On est agriculteurs donc, dans les Hauts-de-France, sur une exploitation grande culture. Et on a eu une réflexion déjà en 2019 sur diversifier nos productions pour assurer de la visibilité sur notre exploitation agricole. Donc ça, c'est un premier point. Et on a également, depuis une vingtaine d'années, une entreprise de conditionnement d'ingrédients alimentaires industriels. Et on a amené une réflexion pour relier les deux activités. Et on s'est dit, pourquoi pas fabriquer une farine à partir de nos productions agricoles et la conditionner sur notre site actuel. Donc on a fait des essais de fabrication de farine de légumineuses qui ont bien fonctionné. Et on a eu l'opportunité de découvrir le programme France Relance. Et la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France nous a aidé à monter ce projet. Et on a créé une société spécifiquement pour ce projet qui s'appelle Légumipulse. Donc, voilà. Alors la présentation du projet. Donc Légumipulse a été créé en juillet 2021 et représente la volonté d'agir pour une alimentation locale, saine et durable par la fabrication de farine de légumineuses riches en protéines. Donc ça offre vraiment des nouveaux débouchés pour notre région et pour nos exploitations agricoles dans la région des Hauts-de-France. Alors, je peux simplement rajouter qu'en termes de filière, cette production, de par la fabrication, on a deux types de farines qui sont proposées. Et ça va vraiment permettre de valoriser des graines qui aujourd'hui n'étaient pas valorisées dans notre région, et notamment sur la févrole, qui est une culture qui a été quasiment abandonnée dans les Hauts-de-France pour des raisons d'attaque d'insectes. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de débouchés, et on va pouvoir redonner un débouché à ces cultures. Donc ça, on l'a déjà dit sur place. Donc il y a vraiment l'objectif du projet était vraiment de créer une filière entre les agriculteurs et les industriels utilisateurs, vraiment pour faire le trait d'union entre les deux. Donc zéro intermédiaire, zéro transport. Donc le projet concerne une entreprise familiale à taille humaine, avec la création de 6 emplois pour la gestion du moulin.
et une valorisation de vraiment l'ensemble des matières premières. Donc là, je passe. Alors, donc les objectifs, créer une filière de fabrication d'ingrédients sans gluten, puisque ça sera uniquement des légumineuses. Possibilité de créer une filière de fabrication d'ingrédients bio et utiliser les ressources locales pour fournir un ingrédient de qualité et riche en protéines, les industriels et les consommateurs locaux, en respectant l'environnement. Puisque tout le process est un process à sec qui n'utilise pas d'eau, ni de solvants, de produits chimiques, c'est uniquement mécanique. Et créer les maillons déterminants et accessibles entre les producteurs agricoles locaux, bio ou conventionnels, et les industriels de l'agroalimentaire transformateur. Et il y a aussi le fait de créer un savoir-faire local pour démarrer une dynamique de transformation vertueuse de farine de légumineuses. Donc aujourd'hui, il y a très très peu d'outils capables de faire cette transformation. On ne peut pas mélanger les légumineuses avec le blé, puisque le blé contient du gluten, donc on est obligé de faire des ateliers. Donc on va sélectionner des variétés pour leur goût et la qualité nutritionnelle. Donc ça, je l'ai dit, procédé de transformation sans solvant ni additifs chimiques. Et puis on introduit donc des légumineuses dans les assolements et ça offre de nouvelles possibilités de rotation pour les agriculteurs locaux et ça leur offre donc vraiment des débouchés beaucoup plus diversifiés. Je pense que vous êtes au courant que pour la betterave, dans notre région, ça devient compliqué. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions. Alors, l'avantage des légumineuses, les avantages sont nombreux, notamment au niveau de l'apport d'engrais qui est très réduit, puisque la légumineuse capte l'azote de l'air et fabrique sa propre engrais. Donc, en termes de dégagement de CO2, on réduit les dégagements de CO2, il n'y a pas d'engrais à rajouter, d'engrais chimiques. Donc ça offre quand même des avantages importants. Donc, et à l'issue du process, zéro déchet. Hein. Tout est valorisé, soit en nutrition humaine ou animale. Donc les légumineuses sont cultivées localement, donc une traçabilité complète. Hein, on transforme vraiment la farine sur notre site. Voilà. Alors les maillons concernés, donc on est vraiment entre les coopératives et agriculteurs français, origine Hauts-de-France, et les industriels. Donc on apporte sur le même site l'atelier de nettoyage et de triage des graines, le décortiquage des graines, qui est très très spécifique. Entre le pois, la févrole et le haricot, ce n'est pas du tout les mêmes procédés. Puis le broyage pour en faire de la farine, éventuellement un traitement thermique, et enfin une séparation pour arriver à faire des farines spécifiques, dont une qui sera riche en protéines et qui sera destinée à des marchés plus particuliers comme les substituts de viande par exemple. Voilà, donc les farines spécifiques seront pour les industriels et les farines classiques plus pour les consommateurs finaux. Alors aujourd'hui, on va commencer par le pois, suivi de la févrole dans un deuxième temps, puis on pourra faire du haricot et voir d'autres légumineuses. Donc notre outil de production sera vraiment très polyvalent pour développer des gammes de farines vraiment particulières qui pourront rentrer vraiment dans une multitude de secteurs. On a voulu vraiment investir dans un outil polyvalent. Donc les marchés d'application sont assez divers. Hein. L'alimentation humaine pour du pain, des biscuits, des produits diététiques, et aussi pour les produits végétariens, les sauces,
les plats diététiques, la nutrition sportive, la nutrition des seniors, puisque ces farines-là vont récupérer en protéines certaines recettes avec un apport de protéines beaucoup plus diversifié que de la farine de blé classique. Alors les partenaires qui ont été extrêmement importants pour nous et qui nous ont permis de concrétiser ce projet, donc je remercie surtout la Chambre d'agriculture qui nous a aidés à rédiger et à présenter le projet à France Agrimaire. Nous avons aussi un fonds d'investissement qui a participé et les partenaires financiers, la BPI, la Caisse d'épargne, le CIC et le Crédit Agricole. C'est vraiment une conjonction de plusieurs partenaires qui permet d'aboutir à ce projet. Et il faut vraiment que le timing de tout soit bon pour que ça puisse se concrétiser. Et ça, c'est complexe et c'est long. Voilà. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Si vous avez des questions, J'ai une petite question. Où est-ce que les industriels pourraient se fournir avant le développement de votre projet pour ce type de farine? Aujourd'hui, il y a des farines végétales qui existent, mais il faut souvent les importer. Le Canada est très très avancé là-dessus. Les États-Unis aussi. Et après, il y a des pays asiatiques aussi qui permettent cette production. Donc c'est vraiment des farines, on n'est pas sur des produits purs, des isolats de protéines, on est sur ce qu'on appelle des concentrats. Il y a vraiment encore des fibres, de l'amidon, tout est encore dans la farine. Donc cet outil de production, il y en a peut-être un ou deux aujourd'hui qui sont en démarrage, mais on fait partie des premiers. Voilà, tout à fait. Parfait. Donc, juste pour compléter, à ce jour, on est en phase de travaux. Le projet sera terminé au mois de septembre. On sera en démarrage au mois de septembre. Voilà. Des interventions, des remarques? Oui. Non, prie, jeune homme. Bonjour. Une question. Donc, aujourd'hui, vous commercialisez au national que dans les Hauts-de-France. Et la taille du marché, ça représente quoi à peu près? Alors, la taille du marché est en pleine expansion, mais nous, on veut se concentrer sur les Hauts-de-France en priorité pour avoir le moins de coûts de transport possible et d'être vraiment le plus direct possible entre le champ et l'utilisateur. Voilà. Et à l'année, vous sortez... Bon. Dans vos prévisions, vous comptez produire à peu près en termes de quantité? On est autour de 3 000 tonnes par an. D'accord. Voilà. Merci. Une remarque ici, parfait. Au niveau de la production, c'est votre production à vous seul ou c'est avec plusieurs agriculteurs, producteurs? Alors nous, on va utiliser notre production, mais qui est très très petite. Et sinon, on est en relation avec des coopératives locales qui vont pouvoir nous fournir au fur et à mesure de la montée en puissance de notre outil de production. Et c'est quelle coopérative? Alors il y a de la société Noriap et puis Sanaterra, qui sont vraiment des coopératives des Hauts-de-France, quoi. Et vous n'avez pas des problèmes parce qu'on sait que dans le Nord, il y a les Aphanomyces dans le sol pour la production. Le rendement fait que chuter et ça, c'est pas un frein. Vous allez avoir la quantité possible? Aujourd'hui, on n'est pas sur une très grosse quantité, donc on n'aura pas de problème de production, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont problématiques pour d'autres acheteurs de ce type de produit, tout à fait. Oui, et on n'a pas que le pois comme matière première, puisque là, on va démarrer pour le pois, parce que c'est un produit qui est déjà connu par le marché et qui est attendu par le marché.
alors que des produits à base de févrole ou de haricots sont pas du tout développés et on n'a pas du tout les mêmes problématiques de production. Vous avez une autre remarque? Oui. J'avais entendu dire que les attaques de bruches aussi pouvaient être un frein. Donc, comment c'est géré au niveau des exploitations? Alors pour la bruche, oui, c'est effectivement un souci, mais dans notre process, ça pose pas de problème. Il n'en faut pas trop, évidemment, parce que ça diminue le rendement farine de la graine, mais sinon, en termes de transformation, ça pose pas de problème. Moi, j'avais quelques petites questions, peut-être plus autour du montage du projet. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous étiez structuré suffisamment pour faire face à la complexité et à l'exigence du dossier que FranceAgriMer propose? Alors, on n'était pas forcément... notre projet était prêt et c'est vrai que on nous a présenté le plan de France Relance avec un délai très court. Il a fallu répondre assez vite. Et c'est vrai que pour répondre à l'ensemble des conditions, c'est assez lourd, mais on s'est bien fait aider par la Chambre d'agriculture locale et puis une association industrielle agroalimentaire qui est Agrosphère et qui nous a vraiment bien aiguillés pour monter ce projet. Oui, c'est entendu, parce qu'au cours de nos échanges, il y avait la notion de chronophage que demandait le garnissage du dossier. Tout à fait. Il faut vraiment amener une rédaction lisible par l'administration, je dirais, qui n'est pas, on n'a pas la même lisibilité des projets et l'intervention de partenaires extérieurs comme la Chambre d'agriculture ou Agrosphère nous ont permis vraiment de faire le lien et de présenter un projet qui convenait à FranceAgriMer. Voilà. Et ensuite, la réponse de FranceAgriMer a été quand même assez rapide, donc ce qui nous a permis d'enclencher après la recherche de partenaires financiers. Et c'est encore une phase aussi qui est longue. Voilà. Et sans l'intervention de FranceAgriMer, on n'aurait pas fait ce projet. Donc, c'est important on vous remercie. C'est un levier donc opérant. Ouais. Et ça permet vraiment de concrétiser une filière, de mettre en place une filière qui n'existe pas à ce jour, quoi. D'autres remarques? Ou des questions ou des... Eh bien, écoutez, Olivier, Hervé, on vous remercie. On peut... Ah, pardon, excusez-moi. Moi, j'avais une question au niveau des investissements. Ça vous représente à peu près combien? Alors, on est sur 5 millions d'euros d'investissement et pour 1 940 000 euros d'aide de FranceAgriMer. Donc là, on a la moitié. Et on espère avoir la deuxième moitié quand on aura monté au mois de septembre et mis en route. Voilà. Et du coup, cet investissement, c'est pour mettre en place l'usine? Non, l'usine, elle est déjà présente. Non, c'est pour mettre en place l'usine. Pour l'instant, il n'y a rien n'est en place. Et juste pour rebondir, en plus de l'accompagnement FranceAgriMer, vous avez eu d'autres accompagnements Non, on a tout le reste, c'est avec emprunt bancaire et apport personnel. Donc pour nous, c'est important que ça débouche le plus rapidement possible. Merci. Et j'ajouterais qu'on est fiers et pour nous, c'est important de fabriquer dans notre pays, quoi. De reconstruire des usines dans notre pays et en local, parce qu'on voit beaucoup d'industriels qui achètent à l'autre bout de la planète et c'est une aberration totale, quoi. Voilà. Oui, en plus il y a cet objectif de décarboner, d'avoir vraiment des perspectives agroécologiques. Tout est
fait. On n'est pas là pour une année, on est là pour du très long terme. Encore une fois, voilà, pérenniser l'emploi sur les territoires et s'implanter réellement. Voilà. Parfait, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Et on va enchaîner avec nos troisièmes intervenants. Donc là, les lauréats sont... attendez, j'ai oublié les prénoms. Je m'en mêle. Il s'agit de la conserverie. Louis Martin à Monteux. Ils nous viennent du Vaucluse, nos amis. Et ils sont lauréats de la mesure de structuration de la filière du plan de relance. La conserverie a pu améliorer son outil de production, je crois, avec une nouvelle ligne de traitement, et c'est à ce titre que le plan de relance intervenait, c'est-à-dire un pasteuriseur pour optimiser la qualité des produits. Et il s'agissait aussi d'acheter une chaudière à économie d'énergie et à terme donc d'augmenter la production d'une dizaine de milliers de tonnes, c'est ça? Écoutez, je vous laisse présenter votre projet. Alors bonjour, je suis Eric Sastre, je suis le directeur industriel des établissements Louis Martin à Monteux. Donc je suis accompagné de Mathieu Bossu-Martin qui travaille avec moi sur la partie production. Donc nous on est la partie opérationnelle de l'usine, d'accord. Donc sur le projet, donc je vais faire d'abord la présentation de l'historique de Louis Martin. C'est important de le dire, donc Louis Martin existe depuis 1918, d'accord. Flèche rouge. Ouais. Ouais. Ok. Donc Louis Martin existe depuis 1918. Aujourd'hui, on a la 4e génération, donc Perrine Soulager qui est à la tête de la société. L'usine est située à Monteux, donc sur un site de 7 hectares, 17 000 m² de superficie couverte. Donc Monteux donc, est situé dans le Vaucluse, dans le sud-est de la France. Donc l'entreprise a une importance particulière au niveau de la tomate puisque notre activité est un peu spécifique puisqu'on est la dernière usine en France à faire de la première et deuxième transformation de tomates, d'accord. Donc première transformation juillet à octobre et deuxième transformation toute l'année où on retransforme les produits qu'on aura transformés l'été et conditionnés dans des outres de 200 litres pour faire des produits que je vous présenterai tout à l'heure. Donc on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc sur les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 25% qui sont destinés à la restauration hors foyer et 75% destinés aux grandes et moyennes surfaces. Sur les 25%, donc on a 20% qui sont à marque propre et le reste, 80% à marque distributeur. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas très très connu. Louis Martin, la marque Louis Martin n'est pas très représentée au niveau des grandes et moyennes surfaces. Par contre, à contrario, le réseau... pardon, excusez-moi, j'ai inversé. La RHF, en fin de compte, on a 80% à marque Louis Martin et 20% à marque distributeur. Et à l'inverse, pour les grandes et moyennes surfaces, on est 85% à marque distributeur et 15% à marque Louis Martin. Donc au niveau de la tomate, donc il y a alors juste un coup. Clac, un coup suffit parce que c'est okay. C'est celle-ci qu'il vous fallait? Ouais, c'est bon. Ok, merci. je me mets là de ce côté, hop, et vous me faites un petit signe, je ferai un. Okay. Ou Laurie? Donc au niveau de la tomate, on transforme à peu près 30-35 000 tonnes de tomates fraîches en campagne. Donc le porteur, ça c'est important de le dire, le porteur du projet et qui nous a aidé aussi au montage du dossier France Agrimaire, donc c'est la Sonito, donc par le biais de son directeur Robert Giovannizo et monsieur André Bernard, donc le président de la Sonito, qui nous a vraiment aidé sur ce dossier puisque c'était quand même à la base un peu compliqué de l'initier. Malgré tout, on a l'habitude aussi de monter des dossiers de demande de subvention.
Ensuite, ça a été quand même beaucoup plus simple que sur les autres dossiers qu'on a l'habitude de monter. Mais il fallait déjà présenter quelque chose qui nous permette d'être lauréat de ces dossiers-là. Donc, au niveau des producteurs, donc nous on travaille directement avec 3 organisations de producteurs qui sont l'APAF, l'APTO2 et Val-Soleil. Donc la principale aujourd'hui c'est l'APAF qui représente 47% des volumes contractés. Il y a donc 7 producteurs, Bouches-du-Rhône, Vaucluse-Gard, l'APTO2, 31% des volumes contractés, 30 producteurs, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hérault, Drôme, et Val-Soleil, 22%, avec 17 producteurs qui sont dans la Drôme provençale. Donc vous voyez, le secteur d'approvisionnement de la tomate, il est relativement restreint. Il est aux alentours de 200 km maximum autour des établissements Louis Martin. Donc on a toujours, nous, Louis Martin, voulu mettre en avant la production locale, d'accord, de nos tomates. Il est là. Donc au niveau du principe de transformation de la tomate, je vais aller très vite. Donc, on contracte la tomate, on établit des plannings de livraison. Ces plannings de livraison, donc on donne notre besoin aux OP et qui le redonne aux producteurs. Et cette tomate-là, on la transforme tous les jours sur la période juillet, août, septembre. Donc à savoir que la difficulté sur la tomate, c'est que c'est un fruit, donc c'est un produit très fragile et que l'outil de production, en fin de compte, doit s'adapter aux aléas climatiques, aux aléas de production de nos producteurs, des approvisionnements, tout ça. Donc aujourd'hui, on avait un souci où on avait un outil de production qui était vieillissant et il fallait le moderniser, trouver un moyen d'apporter une autre production, d'accord. Et c'est pour ça qu'on a eu ce projet-là d'investissement sur une nouvelle ligne de transformation de tomates, qui avait pour vocation, pas de faire un produit un peu de base, type concentré, basse concentration, tout ça, mais un produit un peu plus élaboré, type pulpe, qui pourrait nous apporter de la valeur ajoutée sur la vente du produit, tout ça, et qui nous permettrait ensuite, et on le verra dans la conclusion, nous permettre aussi d'aider les producteurs aussi dans ce sens-là. Donc sur les produits de deuxième transformation, dont je passe très vite, donc on est un des principaux acteurs de la tomate française, puisqu'on est le dernier, quasiment. Donc on fait 43 millions de bocaux, 17 millions de boîtes, 600 000 flacons plastiques. Et on a une activité aussi biologique, d'accord. Donc on est la première entreprise à avoir été certifiée agriculture biologique au niveau de la tomate industrielle en 97, d'accord. Et aujourd'hui, on fait à peu près 13-14 millions d'UVC biologiques, d'accord. Bon, je passe sur les différents produits qu'on fabrique. Alors ça aussi, l'état des lieux est très très important de présenter ce slide. C'est qu'aujourd'hui, la tomate française, c'est 136 000 tonnes de tomates transformées, d'accord. Sachant que l'Espagne, c'est 2,7 millions de tonnes et l'Italie, 5 millions de tonnes, d'accord. Le slide ici, le besoin, ce que couvre aujourd'hui la transformation française de tomates, c'est 10% du besoin de la consommation française, d'accord. Et on importe 403 millions d'euros de produits sauces et produits voilà, italiens. Donc ouais, il y a de la marge ah oui, vous avez une belle progression, perspective là. Ouais. Donc toujours pareil, Louis Martin, toujours sa vocation, d'accord, de la fourche à la fourchette. Donc ça c'est un peu la devise de Louis Martin, de maîtriser la production du champ jusqu'au consommateur final. Donc l'objectif et les retombées attendues du projet, donc c'était adapter, moderniser et développer l'outil de production, pérenniser notre ancrage local et la création d'emplois. Donc ça c'est très important pour nous. Ce que je disais à midi, c'est que donc l'usine Louis Martin est située donc dans la ville de Monteux et 80% des salariés sont des Montiliens.
D'accord, donc voilà, on a aussi oui, ce côté-là. Vous me disiez 47 employés permanents, c'était l'équivalent de 90 temps plein à peu près? Oui, voilà, c'est ça. Par an. Donc, puisque dans les temps pleins, on compte aussi les saisonniers, d'accord, qui viennent nous aider en campagne, voilà, sur la deuxième activité. Accroître la souveraineté de la filière française, donc ça c'est important quand on voit le slide précédent. Préserver et développer le tissu économique agricole et environnant, d'accord. Donc avec l'intention, et on atteint nos objectifs de contracter entre 6 et 10 000 tonnes de tomates supplémentaires, renforcer la compétitivité de la filière, d'accord, sur nos marchés, puisqu'il y a quand même l'effet Covid, on en parlait tout à l'heure, elle a eu chez nous un effet exponentiel, ça a explosé. En 3 mois, on nous a dilapidé les stocks. Donc on a mis 1 an et demi pour reconstituer les stocks. Donc ça veut dire que notre produit, qui n'était pas forcément reconnu, des sauces tomates simples à utiliser, a fait que les gens ont trouvé le produit bon, facile à utiliser, pas cher. Et donc on a eu cet effet Covid qui a été boosté. Et on pensait que s'il y aurait, que ça allait descendre, tout ça. Et on s'aperçoit en fin de compte que la consommation de nos produits continue, et ce qui nous engage aussi à aussi avoir la volonté d'investir plus et de relancer aussi d'autres plans d'investissement. Voilà. Donc aussi la réduction de l'impact environnemental, donc ça on le verra sur l'investissement de la chaudière qu'on a fait, l'accompagnement de nos producteurs. Et quand je disais, c'est à nous de nous adapter en fin de compte à nos producteurs, quoi. De rajouter un outil supplémentaire de transformation de tomates nous permet aussi de dire à nos producteurs, bon, on est là, on a cette spécificité d'avoir plusieurs outils de transformation de tomates. Donc on fait de la tomate pelée, de la pulpe de tomate, ce qu'on nous appelle la préparation pour pizza, on fait du concentré, de la haute concentration, basse concentration. Donc on a plusieurs outils de transformation de la tomate. Donc en fonction des arrivées de tomates, d'accord, notre outil s'adapte aussi. Voilà. Donc ça, c'est le premier investissement qu'on a réalisé. Donc c'est le groupe de traitement de tomates fraîches en tomates extrudées. Donc il y a aussi l'acquisition d'une trieuse optique, donc pour permettre aussi d'améliorer la qualité au niveau du traitement de la tomate. Donc le but, en fin de compte, c'est d'avoir un outil qui nous permette de transformer 15 tonnes de tomates par heure supplémentaires. D'accord ? Donc, le deuxième outil d'investissement, ça a été une chaufferie, d'accord, enfin une chaudière, pardon. Mais quand je dis chaufferie, ça allait plus loin que la chaudière. Donc on a fait l'acquisition de la chaudière, mais on a revu complètement l'installation de notre chaufferie, d'accord. Donc avec l'installation donc sur la chaufferie, on avait un brûleur micro-régulant qui permettait de réguler automatiquement en fonction du besoin en énergie, d'accord. On a rajouté dessus un économiseur qui préchauffe l'eau avant de rentrer dans la chaudière, d'accord, qui utilise en fin de compte toute la circulation et la chaleur latente de la chaudière pour préchauffer l'eau. Et ensuite, on a un équipement, donc qui est un économiseur, qui nous permet, un condenseur, pardon, qui nous permet, de récupérer les calories de sortie de fumée de la chaudière et de préchauffer les eaux de notre bâche. Donc on est allé plus loin que l'acquisition de la chaudière, on a mis en place toute une installation pour permettre d'économiser de l'énergie. J'ai oublié de spécifier les montants des investissements. Donc, je vais retourner sur les slides. Donc le premier investissement de la ligne extrudée, donc c'est un projet de 800 000 euros. Le deuxième projet, c'est 500 000 euros. Donc là, on a dû faire appel, c'est le seul projet où on a dû faire appel à un bureau d'études pour nous aider à réaliser cette installation, parce qu'il a fallu faire une schématisation 3D de l'installation
pour pouvoir implanter la chaudière dans le local actuel. Et ensuite, pour finir, donc, on a investi sur un nouveau pasteurisateur qui nous permet, ce pasteurisateur, de faire des économies d'énergie et de limiter aussi les consommations d'eau. Donc c'est une nouvelle génération de pasteurisateurs qui nous permet de cloisonner en fonction des typologies de produits qu'on fabrique. On va actionner 1, 2, 3, 4 modules de chauffe en fonction du produit et donc limiter aussi de la consommation d'énergie superflue. D'accord ? Tout est piloté par automate. On a lancé des modes aussi qui nous permettent au démarrage et à la fin de la production de pouvoir arrêter section par section de chauffe, donc aussi limiter les consommations d'énergie. Et ce qui fait aussi, c'est que au niveau du refroidissement, on a vraiment optimisé le refroidissement des produits pour garder toutes les caractéristiques organoleptiques de nos produits, surtout les tomates fraîches, puisque cette ligne est installée en sortie d'extrudeuse. Et donc nous, on conditionne la pulpe de tomate directement dans les bocaux, on les pasteurise et après on les refroidit directement. Et pour garder toute la fraîcheur du produit et toutes ses caractéristiques organoleptiques, donc on est obligé de refroidir très vite les produits pour éviter qu'ils continuent à cuire. Voilà. Et donc ça nous a permis aussi à améliorer cette partie-là. Donc les retombées, donc là, nous, on est sur la deuxième année de mise en place des investissements. Donc ça nous a permis d'avoir 8 producteurs supplémentaires, d'accord, en 2022. Création de 5 emplois supplémentaires. Amélioration de notre productivité de 15 tonnes par heure de tomates fraîches avec une capacité journalière de 8000 tonnes, une capacité de contracter 8000 tonnes supplémentaires de tomates sur la campagne. Réduction de 19% de nos consommations de gaz, d'accord, et augmentation de la rémunération de nos producteurs. Donc ça, c'était ce qui nous tenait vraiment à cœur. Donc on avait déjà fait une augmentation entre 2020 et 2021 de 15%. Et pour la campagne à venir, on sera à plus de 36% de rémunération supplémentaire de nos producteurs. Et par le biais aussi de nous adapter, nous, à nos producteurs, on a aussi 3%, on a réduit de 3% les pertes au champ par rapport à la réception des matières premières chez nous. Voilà. D'accord. Donc les perspectives d'amortissement des outils, ça va aller plus vite que prévu peut-être. L'amortissement, pas forcément, parce que vu que cet argent, on le réutilise, nous, pour la rémunération de nos producteurs. Mais c'est vrai que on a vu ce que je disais tout à l'heure à table, c'est que nous, le plan de relance, pour nous, ça a été un booster. Voilà, ça nous a permis de mettre en place très vite des investissements parce qu'on en avait besoin. Et on a eu une retombée quasiment immédiate. Oui. Ouais. Donc, ça va. Eh bien, écoutez, merci. On va passer. Personnellement, je trouve ça super. C'est super enthousiasmant ce qui a pu nous être proposé là. Ça donne des perspectives assez rassurantes sur comment on relocalise, comment on essaie de gérer intelligemment les choses et les territoires. Voilà. Donc merci à vous trois. On va passer aux échanges et peut-être on peut mettre quelques minutes plus spécifiquement sur la conserverie et puis ensuite on pourra élargir aux 3 types d'intervenants. Oui, une petite question. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous gagnez des parts de marché auprès des consommateurs. Oui. Et donc, je suis curieuse de savoir comment, parce que c'est quand même un marché très encombré, effectivement, par des produits importés. Par l'origine France. Ah. Et par la culture, dont nous, les échanges qu'on a avec la grande distribution, alors avec la restauration collectivité, c'est un autre discours que nous avons, puisqu'on fait appel de professionnel à professionnel. Ils sont en attente d'un produit, nous on leur fournit le produit qu'ils veulent, et on a toujours, depuis 100 ans, ces relations-là avec la restauration en foyer. Donc
le plus compliqué, ça va être la grande distribution, d'accord. Mais aujourd'hui, la tendance c'est de la consommation franco-française, on est sur la souveraineté alimentaire, il y a quand même une médiatisation de ça, tout ça, et je pense qu'aussi ça initie aussi dans la culture de consommer aussi plus franco-français, local, voilà quoi. Et donc je pense que nous on s'est toujours battu pour ça. Voilà. Le bio vous a aidé à vendre un peu Alors le bio ça a été exponentiel les 5 dernières années, d'accord. Donc là oui, bio français, comme je vous disais, on a été les premiers industriels de la tomate à faire de la transformation de tomates fraîches biologiques. Donc on a vu depuis 5-6 ans au niveau des demandes, ça a été exponentiel. Là la tendance tend à se stabiliser, d'accord. Donc il y a l'effet inflation, d'accord. Qui fait que je pense que les gens regardent un peu aussi leur porte-monnaie et voilà quoi. Bien que la tomate reste toujours, les sauces tomates et les produits en conserve tomates restent des produits considérés comme pas chers quoi. C'est des produits voilà. Et c'est pour ça que nous on a toujours cette progression d'activité. Voilà. Oui, en relocalisant en fait Oui. Et en produisant en français, je trouve que les consommateurs aussi retrouvent du sens aussi à aller vers ce type de produit. Donc, je crois que c'est gagnant-gagnant en fait. Nous aujourd'hui, la difficulté qu'on a un peu dans la filière tomate, c'est d'attirer les jeunes. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, un jeune producteur doit investir énormément pour pouvoir s'implanter. Le matériel agricole pour faire de la ramassage de la tomate est spécifique. Une ramasseuse de tomates reste une ramasseuse de tomates, donc qui va être utilisée pendant 15 jours, un mois dans l'année. Donc l'investissement au niveau des jeunes producteurs est un peu compliqué. Donc nous aussi, je pense qu'en leur montrant qu'on est là, qu'on est présent, qu'on essaye d'aller dans leur sens au niveau de la rémunération, tout ça, je pense que ça va entraîner aussi une émulsion. Une émulation, merci. Ouais. Une émulation pour refaire venir un peu des jeunes producteurs. Alors on est content cette année parce qu'on a des producteurs, par contre historiques, qui avaient tendance à dire bon la tomate, on va lever le pied un peu. Et là, le fait qu'on redynamise un peu tout, c'est bon, c'est reparti, relancer l'activité. Ouais. Voilà. D'autres remarques? Ça met du soleil dans nos cœurs, hein, je vois tout. Je vous regarde. C'est les cigales. Merci. Mais écoutez, on peut les applaudir. Merci en tout cas. J'espère que ça va donner envie à de jeunes gens de se lancer dans ce type de projet. Et en tout cas, France Agrimaire sera toujours présent pour les accompagner, puisque c'est efficace et opérant. Merci à vous. Je vous propose peut-être de passer à des échanges un peu plus informels autour de... Un point de conclusion, bien entendu, bien sûr. Merci. Bon, c'est à nouveau moi, après l'introduction. Petite conclusion. Il me reste 5 minutes, je vais faire rapide. Déjà, un grand merci à nos intervenants pour la qualité de ces présentations et puis aussi à l'ensemble de l'auditoire pour la richesse de tous ces échanges. On a vu, ça a généré beaucoup de questions, preuve de l'intérêt qu'on porte à ce type de projet. Pour nous, je pense à la fois France Agrimaire, mais même pour tout le monde, c'est important de voir concrètement ce que ça donne, ce plan de relance sur le terrain et d'avoir ces illustrations et que vous puissiez aujourd'hui nous faire ce retour. Alors maintenant, qu'en retenir? Moi, j'ai envie de souligner quelques points. D'abord, vous l'avez tous un peu dit, il y a une question de timing sur ce type de plan. Donc il était important qu'il arrive au bon moment. Là, bon, on a revu la jeunesse tout à l'heure. Après le Covid, c'était évidemment important. Et je note que soit ça a permis à des projets de voir le jour, qui sinon n'auraient pas vu le jour. C'est bien des objectifs de ce type de plan. Mais aussi, il faut s'en féliciter, soit d'avoir des projets plus ambitieux ou qui se développent plus rapidement. Et ça aussi, c'est important. Je note aussi qu'on a pu s'adresser à des structures de toute taille, y compris de taille moyenne, comme on a vu aujourd'hui. Alors, avec une appréhension de la complexité du dossier qui est un peu variée, j'ai un peu entendu toutes les échelles aujourd'hui. On s'efforce de faire les dossiers les plus simples possibles. On sera évidemment preneur d'échanges avec vous s'il y a certains points qu'on peut améliorer pour la suite. Et puis ce que j'ai aussi noté, c'est qu'il y avait toujours cet impact à la fois pour les territoires
et aussi pour l'amont comme pour l'aval de la filière. C'était l'objectif de ce dispositif, et vous l'avez bien illustré aujourd'hui, le fait que l'amont aussi à chaque fois bénéficiait de ces projets-là. Alors, au final, je pense qu'on peut vraiment considérer que c'était une réussite sur ces différents dispositifs. Ça a permis du rebond, de la modernisation, d'avancer. Et j'aimerais en profiter pour rappeler qu'au-delà de ces 2 appels à projets de structuration des filières, c'est comme une vingtaine de dispositifs France Relance qui ont été mis en œuvre par FranceAgriMer, par l'ensemble des équipes. Plus de 700 millions d'euros d'aides qui ont été octroyés, que ce soit pour des investissements matériels dans les exploitations, pour financer ce type de projets transversaux ou pour des projets de recherche et développement. Et je tiens aussi à profiter de ce moment-là pour remercier les équipes et leur investissement sans faille depuis 2020 pour mettre en œuvre tout ça. Et maintenant, alors déjà, il va falloir terminer le plan de relance. Hein. On l'a vu, il y a des projets qui doivent se terminer, des demandes de soldes, de paiement qui doivent être déposées, qu'on traitera le plus rapidement possible. Et puis, on pouvait espérer, peut-être après le Covid, une espèce de retour à la normale. Malheureusement, on n'est pas encore complètement dans cette situation. Avec le conflit en Ukraine depuis 1 an, ça a peut-être moins été abordé là pendant les présentations, mais on en a parlé au déjeuner avec certains sur le renchérissement des coûts, notamment le coût de l'énergie. Donc, une nécessité de continuer à accompagner, continuer de soutenir. Et aujourd'hui, après le France Relance, FranceAgriMer est aussi très présent dans le plan France 2030, qui va permettre de poursuivre, d'une manière un petit peu différente, mais quand même de poursuivre un certain nombre de dispositifs du plan de relance, que ce soit sur la partie des guichets, avec toujours des investissements matériels vraiment orientés sur la lutte contre les aléas climatiques, parce que ça, évidemment, c'est quelque chose qui touche fortement aujourd'hui le monde agricole, également sur toute cette partie économie d'énergie, qu'on a un petit peu entrevue aussi aujourd'hui, et puis une poursuite de l'accompagnement des projets de structuration de filières, puisque maintenant on contribue à un appel à projet de BPI France, avec une thématique spécifique sur ce sujet-là. En tout cas, à nouveau, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, et puis effectivement à pouvoir continuer les échanges, et merci pour ces projets qui contribuent à la souveraineté alimentaire.